Et nous sommes de retour dans le studio de Sud Radio, 11h midi, les débats, l'émission de Valérie Expert qui fera son retour à partir de lundi sur Sud Radio. On vous souhaite à nouveau une merveilleuse année, notamment nos 4 chroniqueurs qui viennent de nous rejoindre. François Coq, enseignant, essayiste, auteur du livre L'impératif démocratique. C'est publié chez Éric Jamet, éditeur. Bonjour à vous. Bonjour et merci à tous. Meilleurs vœux également. Nous sommes avec Jean-Luc Touly, président du FRIC, F-R-I-2-C, Front républicain d'intervention contre la corruption. Greg Tabibian, créateur de la chaîne YouTube Je suis pas content TV, même en 2020, il est toujours pas content, Greg Tabibian, vous verrez, on en parle dans un instant. Et nous sommes également avec Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image. Bonjour à vous. Bonjour, Geneviève, très bonne année également. Alors au programme de ces débats, nous allons parler du patron de BlackRock France. Vous savez, c'est ce grand méchant loup dont on parle, spécialiste de la retraite par capitalisation, géant mondial américain. Eh bien, ce patron a été décoré de la Légion d'honneur dans la promotion du 1er janvier 2020 en pleine grève contre la réforme des retraites. Est-ce que c'est une provocation? Est-ce que c'est une maladresse ou est-ce que c'est tout simplement normal? On en parlera avec vous dans quelques instants. On va parler évidemment de la réforme des retraites. Est-ce que la grève doit toucher les salariés du privé? Et puis, Dry January. Tiens, est-ce que vous allez tous arrêter de boire pour un mois, juste pour le mois de janvier? Cette initiative qui a été inventée en Angleterre, au Royaume-Uni plus précisément. On se donne un défi un peu comme le mois sans tabac. Là, c'est le mois sans alcool. Est-ce que ça vous concerne? Est-ce que vous allez le tenter ou pas? On en parlera avec vous. Ça fait 66 ans que vous n'êtes pas concerné. Bon, alors dry life dans ce cas-là. Voilà, la vie sans alcool. Quoi qu'il en soit, ça c'était l'engagement tenu de Jean-Luc Touly. Tout de suite, on commence avec nos coups de cœur et nos coups de gueule, ou plutôt les vôtres, chers amis. Geneviève Götzinger, votre coup de gueule? Oui, contre l'irrespect. Moi, j'en ai un petit peu assez en ce début d'année, de voir sur les différents plateaux des chaînes d'infos, Emmanuel Macron se faire appeler Manu, ou Édouard Philippe se faire appeler Doudou par les porte-paroles des différentes organisations syndicales. Donc l'irrespect de nos représentants politiques par les syndicalistes. Je parle de l'irrespect de la fonction et de l'homme. Effectivement, on peut être en total désaccord politique, avec une ligne politique, avec une action telle qu'elle est menée. En revanche, on respecte les personnes et on respecte les fonctions. Et je trouve qu'il y a un irrespect total. D'ailleurs, quand le patron de la CGT lui-même parle de foutre le bordel. Je trouve aussi qu'on ne parle pas comme ça. On est respectueux de ses adhérents, on est respectueux des pouvoirs publics, on est respectueux des institutions de ce pays. Et voilà, ça me choque beaucoup. Alors c'était monsieur Martinez de la CGT qui accusait le gouvernement d'être lui-même l'organisateur, je cite, du bordel, ce qui vous a choqué. Après, ça n'a pas commencé en 2020 et en 2019. Rappelez-vous les surnoms. Le doudou Manu... que ça se fasse dans une manifestation, c'est une chose différente. Que dans des panneaux, que ce soit des panneaux, vous mettiez Manu, je sais pas quoi, Foucan, ce que vous voulez, c'est autre chose. Voilà. Mais en revanche, que des porte-paroles d'organisations syndicales sur des chaînes de télévision ne s'expriment plus que comme ça. Et hier, ce n'était que comme ça. J'ai beaucoup regardé les réactions. Il vaut mieux écouter la radio que regarder la télé, Geneviève Götzinger. Vous avez raison, mais quelquefois les deux sont liés. C'est vrai que ça rappelle aussi une autre époque. Alors il y a eu une autre époque où un président de la République, par exemple, lui-même se prêtait à ce genre de langage. Rappelez-vous, casse-toi pauvre con, de Nicolas Sarkozy, président de la République. Le président précédent, le prédécesseur d'Emmanuel Macron, François Hollande, qui était quand même assez facilement moqué. On l'appelait Flamby, François Hollande. Écoutez, moi je suis contre la désacralisation des fonctions. Voilà. Mais très bien. Donc ceux qui sont aux manettes aujourd'hui commencent par adopter un autre langage, parce que vous évoquiez Nicolas Sarkozy, mais moi je peux très bien évoquer Emmanuel Macron, donc celui qui parle des fainéants, des gens qui ne sont rien, ou son ministre, M. Darmanin, qui il y a quelques jours encore parlait des gens qui mangent avec les doigts. Quel est ce mépris qui se propage depuis le plus haut sommet de l'État et qui tombe aujourd'hui sur le dit bas peuple? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, et donc il ne faut pas s'étonner en retour que cette désacralisation tombe sur des institutions qui elles-mêmes ne méritent pas, vu la manière dont elles fonctionnent aujourd'hui, beaucoup de respect. Les institutions méritent toujours le respect. Jean-Luc Touly, ancien syndicaliste, vous auriez appelé, alors vous étiez syndicaliste notamment sous François Mitterrand ou sous Jacques Chirac ou même Nicolas Sarkozy ou même voilà. Sous De Gaulle. J'étais en train de rappeler mon disque dur personnel, je savais plus. Bref, vous auriez appelé, vous seriez passé à la télé en appelant, je sais pas, François Mitterrand, François ou Jacques Chirac, non, Jacot? parce que je pense que c'est une erreur. Parce que ça le met proche du peuple quelque part. Et comme c'est quelqu'un qui est plutôt éloigné du peuple, en tout cas c'est ressenti comme tel, que de l'appeler Manu.
même si je comprends bien le problème du respect, c'est que ça le met en fin de compte au même niveau que les autres, alors qu'il n'est pas du tout au même niveau. Donc du coup, vous l'appellerez Monsieur le Président de la République juste par manque de respect, c'est votre esprit de contradiction, quoi. Greg Tabibian ? Je pense que le respect, ça se mérite, et que respecter la fonction, c'est une chose, mais on peut respecter la fonction sans respecter les gens qui l'occupent. Alors, c'est-à-dire ? Qui l'usurpent. Qui l'usurpent, ils ont été élus. Oui, pas tous, il y en a qui sont nommés, mais j'ai envie de dire à Macron, commence par respecter les gens, commence par respecter les Français, et puis peut-être qu'après le respect viendra tout seul. Comment vous appelez Emmanuel Macron sur votre chaîne YouTube Je suis pas content TV? Je l'appelle des fois Manu, je l'appelle très souvent Pause Caca. C'est une référence au film American Pie de l'époque. On est en train de perdre Geneviève Göttinger, vous êtes au courant. Ça va aller, ça va bien se passer. Mais parce que moi je suis humoriste, donc c'est mon boulot. D'où vous avez sorti Pause Caca? Le film American Pie dans les années 90. Tout à fait, Finch. Il y a le petit faux cul qui se fait victimiser par tout le lycée, qui arrive à s'en sortir parce qu'il... L'intello de la classe. Voilà, il se fait la maman de Stifler, la cougar qui a 30 ans de plus que lui, et du coup il se met à cartonner. Ça peut le rendre sympathique. C'est ça, voilà, le danger de la... Ça peut le rendre sympathique. Donc c'est pourquoi vous, Geneviève Göttinger, vous n'êtes pas d'accord, en tout cas, avec ce manque de respect à l'égard de la fonction. Ça peut se comprendre aussi, en tout cas. Jean-Luc Touly. Votre coup de cœur ou votre coup de gueule? Coup de gueule plutôt. J'en avais plusieurs, mais bon, toujours. J'ai compris que je vais me axer sur non pas Bernard Arnault puisque je l'avais déjà fait, mais sur Carlos Ghosn, qui changez de patron. Qui quand même est accusé au Japon d'un certain nombre de délits extrêmement importants. Y compris d'ailleurs par rapport à ce qu'il a fait en France, puisqu'il était président de Nissan et de Renault, et qu'il s'est échappé. Alors là, on apprend au fur et à mesure qu'il avait plusieurs passeports, qu'il a fait venir, aussi. Voilà, il a fait venir, je crois, un orchestre. Il s'est dissimulé dans un. Alors ça, ça a été démenti par des proches. Donc oui, par sa femme qui était au courant de rien, parce qu'elle pouvait pas normalement être au courant de quoi que ce soit, mais elle l'était quand même. En tout cas, il n'avait pas le droit de lui parler. Tout ça est assez quand même. C'est pas rocobanlesque, parce qu'on le compare souvent à James Bond. Oui, c'est le côté sympathique. Alors je sais pas qui a comparé James Bond, Carlos Ghosn à James Bond. Il y a eu un article qui vous a peut-être intéressé du site internet Arrêt sur Image, qui accusait les journalistes de rendre romantique cette évasion. On parle de fuite, d'exil, alors qu'effectivement c'était quand même quelqu'un qui était visé par la justice japonaise et qui est du coup en cavale, effectivement. Qui était en résidence, on va dire semi-surveillée, sous contrôle judiciaire. Sous contrôle judiciaire. Il s'échappe, il passe par la Turquie, où on apprend aussi qu'il a deux membres de sa famille qui sont très liés à ce gouvernement extrêmement démocratique de la Turquie, et puis qui va au Liban, parce qu'au Liban, il ne va pas se faire extrader. Mais parce qu'il et puis j'entends la ministre là, qui s'offusque de ce qui se passe avec les quelques cégétistes qui bloquent, je crois, une entreprise de transport à Saint-Étienne-du-Rouvray, mais qui s'offusque pas tellement de cette fuite, et que la moindre des choses, puisqu'il peut pas être extradé, enfin il faudra que le Japon demande l'extradition, mais ça marchera pas. Ils ne le demanderont pas, il n'y a pas d'accord entre le Liban et mais que la France, quand même, en tant que gouvernement, revienne en France pour qu'il soit jugé, parce que je l'ai pas entendu ça. Alors je crois, corrigez-moi, mais je ne suis pas juriste, donc je vais pas m'avancer trop, mais je crois que la France a le même principe, c'est-à-dire qu'elle n'extrade pas ses propres ressortissants. Oui, mais elle peut le juger. Elle peut les juger, effectivement. Donc ça, je l'ai pas entendu. Est-ce que vous voudriez, si on parle vrai, comme on le fait toujours sur Sud Radio, que la France, qui a quand même des relations très serrées avec le Liban, demande au Liban de rapatrier à tout le moins Carlos Ghosn en France? C'est la moindre des choses, mais j'ai entendu aussi pratiquement le lendemain que le consulat se mettait à sa disposition. Il se met à la disposition de n'importe quel criminel également qui se trouve à l'étranger ou qui a des problèmes avec la justice. Oui, mais dans la communication... Il se met à la disposition des ressortissants. C'est ça. C'est en tant que ressortissant. Oui. Mais là, il y a eu quand même une rapidité. On sent vraiment que cet homme puissant, visiblement, a encore un réseau. Donc, pour vous, la France couvre l'ancien grand patron, quoi. Pour l'instant, c'est ce qu'on comprend. Peut-être que ça serait démenti. J'espère être démenti. Mais François Coq. Ça fait un an que la caste est en train de plaindre Monsieur Ghosn, de dire le pauvre, la justice. Vous voyez, la justice au Japon, c'est une justice inique ou quoi que ce soit. Voilà ce qu'est Monsieur Ghosn. C'est un fraudeur fiscal redéguisé accusé d'abus de biens sociaux, redéguisé en optimisation fiscale, mais c'est un fraudeur fiscal qui a son argent qui est aux Pays-Bas parce qu'il a 40 nationalités, ce monsieur qui profite du système à tous les endroits, et la caste depuis un an est toujours en train de le protéger, de le plaindre, et on voit au final que cet homme est un filou qui a fui son pays, qui a fui la justice de ce pays en disant qu'il fuyait une injustice. Autrement dit, chacun qui est sommé de rendre des comptes devant la justice pourrait
employer le même argument qui ne vaut absolument rien. Eh bien, maintenant, il y en a marre et que celles et ceux aujourd'hui qui sont aux manettes et qui le plaignent fassent qu'ils rendent des comptes pour ce qu'il a fait aussi en France. Et on ne peut pas simplement se cacher derrière le fait que c'est un grand capitaine d'industrie. C'est un grand capitaine d'industrie, peut-être. Il y a encore des choses qui sont à prouver là-dessus. Mais la vertu doit s'appliquer aussi à cet homme-là. Et ce serait pas mal que 2020 commence sur ces bases. Greg Tabibian. Ah oui, non, mais quand il dit qu'il fuit l'injustice, c'est génial. Ce sont ces mots, l'injustice japonaise. Faut arrêter, il s'est pas enfui d'une prison en Corée du Nord. Il y a un point commun sur les passeports. Vous vous rappelez, il y a pas longtemps, il y avait quelqu'un qui avait plusieurs passeports. Bien dans le micro, Jean-Claude. Monsieur Benalla, il avait plusieurs passeports. C'est dingue. Et décidément. Je crois que c'est. Alors, je vais pas dire le nom du journal parce que je m'en souviens plus, mais les termes employés aussi. Je sais pas si c'est l'Express ou autre, mais j'avais vu passer les titres. Carlos Ghosn a quitté le Japon. Il a quitté le Japon, le mec. Techniquement, il a fait ça. Il s'est enfui et a quitté le Japon pour le Liban. Tu dis il a envoyé une jolie carte postale, exactement. Oui, voilà. Bonne année. Techniquement, il est en cavale, c'est-à-dire qu'il est poursuivi par la justice, présumé du coup innocent, aussi bien au Japon qu'en France. Un communiqué de presse, une conférence de presse prochaine. Enfin, il va avoir du mal à quitter le Liban. Geneviève Göttinger, il va avoir du mal à quitter le Liban. Mais là, il n'aura pas intérêt, effectivement. Il n'a pas intérêt à sortir de son pays. Dans cette émission, il y a quelques jours, les précédents de personnes qui étaient en fuite, on va dire, dans un pays et poursuivies par la justice d'un autre, et du coup qui risquaient à tout moment, s'ils allaient dans le mauvais pays, de se faire arrêter. Alors, il y a eu effectivement Julian Assange, il y a eu Roman Polanski, souvenez-vous, par exemple. Jacques Médecin, il y a plusieurs années. Il y a eu Jacques Médecin, il y a eu beaucoup de cas comme ça, donc effectivement, Carlos Ghosn n'a pas trop intérêt à sortir du Liban. En tout cas, il a intérêt à sortir du Liban. Didier Schuller, celui qui a aidé à la capture du pauvre Balkany. Alors oui, aussi parti. En tout cas, ça fait autant de précédents. Voilà, il est en cavale, Carlos Ghosn. On va rester sur ces termes précis, quoi qu'il en soit. Greg Tabibian, coup de cœur ou coup de gueule ? Je suis pas content TV, c'est le nom de votre chaîne. On va pas changer l'habitude. Alors j'étais parti sur autre chose, mais ça a été débattu hier. Donc du coup, rabattement. Les propos coup de gueule donc de Yacine Bellatar, les énièmes, qui pour 2020 souhaitent la disparition de Zineb El Razoui sur les réseaux sociaux. Inch'Allah, je cite. Inch'Allah, tu ne seras plus là en 2020, voilà. C'est ce que Yacine Bellatar a tweeté. Elle s'arrête quand, la blague ? Laquelle ? Non, la sienne. Ouais. Parce que le mec fait des défilés aux côtés d'islamistes, déclare publiquement qu'il n'y a pas de projet d'intégration pour les musulmans en France, en opposant musulmans et français en permanence, même si lui-même se revendique plus français que... Il se revendique français, en tout cas. Ce que j'aimerais d'ailleurs, quand on est soi-disant censé défendre l'égalitarisme républicain, qu'est-ce que veut dire plus français que ça faudra qu'on m'explique aussi. C'est plus drôle du tout, là. Donc en gros, c'est des appels au meurtre, pardon, purement et simplement. Il a corrigé sur les réseaux sociaux. Il a précisé, je vais vous redonner le tweet assez précis. Ouais. Tout est parti d'abord des vœux de bonne année de Zineb El Razoui, l'ancienne de Charlie Hebdo, qui est devenue une bête noire, non seulement des islamistes, mais d'une bonne partie de la classe médiatique. Qui vit protégée 24 heures sur 24 avec protection 24 heures sur 24, tout à fait. Donc elle avait souhaité, Zineb, une bonne année 2020 en espérant, je cite, la disparition du fascisme islamique. Ça, c'était ses mots à Zineb. Yacine Bellatar, donc l'humoriste, c'est son titre, c'est un fait, a repris ce tweet en disant « Inch'Allah, tu ne seras plus là en 2020 ». Il a fini ensuite par préciser ses propos en disant qu'il parlait de disparition médiatique qu'il souhaitait. Jean-Luc Touly ? Oui, je reviens sur le coup de cœur de Geneviève sur... le fait que j'ai vu sur les réseaux sociaux que Sibeth Niane, qui est la porte-parole du gouvernement, s'est faite un petit peu, pour moi, insulter, diffamer, en disant que son élégance, c'était en gros du kebab à la gastronomie française. Enfin, quelque chose d'assez horrible. Qui a dit ça ? C'est sur les Facebook, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et là, on est au-delà de ce que vous disiez. Je pense que là, d'abord, c'est diffamatoire, c'est scandaleux, c'est raciste, tout ce que vous voulez. Et c'est là le raciste. On a le droit de dire... Parce qu'on mélange plein de choses. Non, mais je veux dire, on a le droit de dire qu'on trouve quelqu'un mal habillé, ça ne fait pas avancer le débat politique. Et on mélange tout un tas de choses. Je trouve revenons, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur le coup de gueule de Greg Tabibian. Je partage. Yacine Bellatar, par exemple. Est-ce que ça se fait de souhaiter sur Twitter qu'une personne disparaisse, en tout cas du débat public en une année ? C'est la 40e fois qu'il nous fait le coup. Il a menacé la famille de Gassio. C'est incroyable. Mais qui a mis le pied à l'étrier aux gens comme ce monsieur Bellatar ou d'autres pour venir parler
de sujets qui impliquent l'ensemble de la société. Que monsieur soit un humoriste et qu'il fasse son spectacle dans son coin, moi ça me dérange pas. Par contre, qu'il ait une telle audience sur la scène publique qui lui est donnée par certains volontairement, qui est instrumentalisée, y compris à une époque par le chef de l'État, qui l'a placé dans certaines commissions officielles, quand on voit ce qu'est le fond de cet homme et finalement le peu de conception laïque et républicaine qu'il a, c'est un problème à la fois pour ce que dit cet homme, mais c'est un problème aussi pour celles et ceux qui lui donnent une tribune médiatique et pour celles et ceux qui ont essayé de l'instrumentaliser et qui ont à un moment donné essayé d'en faire l'égérie d'un certain mouvement pour s'en servir et propager leur prétendue gloire. C'était un des organisateurs ou en tout cas initiateur de cette fameuse manifestation très décriée contre l'islamophobie, à laquelle d'ailleurs des membres de votre ancien mouvement, je dis bien ancien mouvement, François Coq, ont participé. Vous auriez jamais manifesté avec lui ? Ah non, certainement pas. Jamais. En aucun cas. Bon, on poursuit vos coups de cœur et vos coups de gueule dans quelques instants avec Jean-Luc Touly qui vient de délivrer le sien. François Coq, ce sera votre tour juste après, dans quelques instants. Je vous rappelle le thème de notre premier débat. On va parler de ce patron de BlackRock, ce grand méchant loup américain spécialiste de la retraite par capitalisation. Vous placez votre argent, c'est placé en bourse et ensuite vous touchez ce que vous pouvez toucher plus tard quand vous êtes à la retraite. C'est le contraire de notre système français. Le patron de BlackRock fait partie de la toute dernière promotion de la Légion d'honneur. 1er janvier 2020, il va être décoré de la Légion d'honneur. Est-ce que c'est une maladresse du gouvernement ? Est-ce que c'est une provocation ? Ou est-ce que c'est tout simplement normal ? On en parle dans un instant. Vous nous appelez au 0826 300 300 par vrai sur Sud Radio. Et les débats de Sud Radio, nous allons parler dans quelques instants du patron de BlackRock qui reçoit la Légion d'honneur. Ça fait des semaines que beaucoup de syndicalistes et beaucoup de Français tout simplement manifestent et ont peur de voir le système de retraite français par répartition être livré au privé et à la capitalisation. BlackRock, c'est sa spécialité. On apprend que le patron de BlackRock France va être décoré de la Légion d'honneur avec cette promotion du 1er janvier 2020. Est-ce que le gouvernement provoque ? Est-ce que le gouvernement est maladroit ? Est-ce que le gouvernement a tout simplement raison de le laisser être décoré ? On en parle dans un instant avec nos 4 débatteurs. Nous sommes avec François Coq, Jean-Luc Touly, Greg Tabibian et Geneviève Götzinger. François Coq, votre coup de gueule. Eh bien, on a beaucoup parlé depuis hier des décrets du 31 décembre qui ont été publiés au journal officiel le 1er janvier, et notamment à cause du décret que vous venez d'évoquer à propos de BlackRock et de la promotion en tant qu'officier de la Légion d'honneur de son directeur général France. Mais ce qui est passé plus inaperçu, c'est qu'il y a eu beaucoup d'autres décrets le 31 décembre, et parmi ceux-ci, le décret 2019-1594, pour être précis, qui est un décret relatif aux emplois de direction de l'État. Que dit ce décret ? Il dit qu'on va pouvoir ouvrir les emplois de direction de l'État, autrement dit les postes de hauts fonctionnaires, directement aux non-fonctionnaires, justement. Et autrement dit, on va institutionnaliser l'entrée d'une vision non seulement managériale, mais l'entrée du privé dans les postes de responsabilité de l'État. Autrement dit, la collusion est désormais organisée jusqu'au plus haut sommet de l'État. Sauf que la collusion, c'est déjà la corruption. On le voit ces dernières semaines avec Delevoye, avec ce monsieur Cirelli, avec d'autres qui ne font plus simplement du pantouflage, mais qui aujourd'hui, par d'incessants allers-retours, vont mêler à la fois les intérêts privés et l'intérêt public et l'intérêt général. Il y a là une logique contre laquelle je m'inscris en faux. J'ai bien compris le fond de votre pensée. Après, quand vous parlez de corruption, il faut quand même prouver, c'est une qualification pénale. Vous recevez de l'argent. Non, c'est une corruption des idées, et c'est la corruption de la cité qui aujourd'hui est en train de se mettre en place. Vous savez, la logique de M. Macron, c'est celle de la morale. Sauf que la morale est individuelle. Aujourd'hui, ce dont notre pays manque cruellement, c'est de vertu républicaine. Celle de l'amour et de la patrie, telle que le définissait à l'époque Montesquieu, et celle qui fait que l'intérêt général, qui est consubstantiel à cette vertu républicaine, puisse s'imposer. Eh bien, c'est cela qui est en train de détruire le gouvernement actuel par de tels procédés qui, je le redis, mettent en place de manière institutionnelle cette collusion entre les uns et les autres. En tout cas, aux États-Unis, on appelle ça le spoil system aussi, c'est-à-dire que vous avez un nouveau gouvernement ou un nouveau président qui arrive, il change effectivement une bonne partie des directions des services de l'État et il recrute les siens. Évidemment, comme ils n'étaient pas aux affaires avant, en général, ils viennent du privé. Est-ce qu'on
peut avoir fait carrière dans le privé. C'est plus clair le spoil system. Pour vous, Geneviève Götzinger, c'est mieux de recruter des hauts fonctionnaires dans le privé. Non, je dis pas ça. C'est plus assumé. C'est plus assumé, absolument. Est-ce que vous, en France, c'est pas assumé. On va prendre un chef d'entreprise au hasard, n'importe lequel, par exemple. Est-ce que un chef d'entreprise, j'ai dit un chef d'entreprise, pas un fugitif. Est-ce que écoutez, moi je suis pas contre le fait qu'on puisse passer dans une carrière du privé au public. Ça me semble pas sur le principe. On a vu ça souvent dans l'autre sens. Non plus. Oui, c'est oui. On a vu ça dans l'autre sens. Donc vous, ça vous choque pas. Et après, un peu d'esprit managérial dans la fonction publique, ça me semble pas non plus une mauvaise chose, contrairement à ce que vous disiez. Jean-Luc Touly. Non, moi j'ai fait avec Roger Langlais un livre qui s'appelle Les Recasés de la République, où on dénonce tout ça. C'est le système du pantouflage. Sauf que là, alors le pantouflage, c'est quand on passe du public au privé. Là, c'est le contraire. Et puis il y a le tourniquet, c'est-à-dire que vous passez du public au privé, du privé au public. Enfin, et là, j'ai une liste d'exemples absolument invraisemblables. Et ça, c'est un livre de 2015. Donc depuis, il y en a eu d'autres. Non, ce qui est plus dangereux, même s'il faut le prouver, il faut porter plainte, nous on le fait souvent, mais à bon escient, parce qu'on peut pas non plus le faire indéfiniment, c'est qu'on passe d'un système qui existait à un système structurel. Donc ce système éventuellement de corruption, c'est une corruption structurelle. C'est-à-dire on institutionnalise quelque chose qui existait déjà, qui était souvent, ça faisait la une des journaux pendant 24 heures ou 48 heures. Là maintenant, ça devient... Moi j'ai souvent dénoncé... C'est, par exemple, on a une ministre de l'écologie. N'induit pas la corruption. Le secrétaire d'État à l'écologie, qui a travaillé dans une entreprise que je connais bien, puisque j'y ai travaillé 41 ans, même si j'étais licencié. C'est bien cité là. Laquelle ça y est. 41 ans et vous l'avez oublié, oui, ça sent le bon souvenir. C'est pas Elisabeth Vargon, c'est l'autre. Bref. Et donc, cette personne a travaillé chez Veolia, qui est un service public. Qui a les contrats des collectivités, donc des délégations de services publics. Quand vous passez... Vous parlez de Brune Poirson. Brune Poirson, merci. Voilà, je l'avais oublié. Parce que vraiment, elle n'a pas laissé pour l'instant un grand souvenir dans l'écologie. Mais elle m'a laissé plus de souvenirs quand elle était chez Veolia. D'accord. Parce que c'est une entreprise. Alors, vous parlez de service public. C'est une entreprise privée française qui assure la distribution de l'eau dans les villes et les villages. En France et dans le monde. C'est la plus grande multinationale. Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre ? Là, c'est ministre. Elle est ministre, elle n'est pas fonctionnaire. Ben, c'est exactement équivalent à plein de choses. C'est-à-dire que, évidemment, lorsqu'elle ne sera pas ministre, parce qu'on est ministre de manière précaire, c'est pas péjoratif de dire ça, c'est un CDD. Elle pourra revenir dans son entreprise, dans une entreprise équivalente, comme Suez, là on verra, on va parler de Cirelli tout à l'heure. Et donc, quelque part, lorsqu'elle est ministre, elle peut avantager, si vous voulez, des passations de marché. Je ne dis pas qu'elle l'a fait, j'en ai pas la preuve aujourd'hui, mais que c'est évidemment une tentation presque logique. Elle pourrait et elle risquerait, c'est ça que vous craignez. Mais oui, c'est des conflits d'intérêts. Mais ça peut donner lieu à des conflits d'intérêts, mais après, par exemple, c'est simple, là vous lui reprochez de venir du privé, bon, elle est venue du privé, mais si effectivement on ne recrute personne au gouvernement ou même dans la haute fonction publique qui soit venu du privé, dans ce cas-là, vous aurez qui ? Vous aurez jamais ce qu'on a appelé la société civile, par exemple. Entendez que ce n'est pas la même chose, le gouvernement et la haute fonction publique. Là, vous ne pouvez pas mélanger les deux. En plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Sinon, vous n'avez que des fonctionnaires au pouvoir, tout simplement, ce qui n'est pas un gros mot. J'ai rien contre les fonctionnaires, mais on a quand même suffisamment dit en France, que c'était toujours les mêmes qui étaient aux affaires. Donc à partir de là, si vous voulez avoir des youtubeurs comme Greg Tabibian au gouvernement, il faut aussi prendre le risque d'avoir des chefs d'entreprise ou des anciens DRH. Non, quand on a un niveau de cadre dirigeant ou de cadre supérieur. Je pense que c'est inconciliable. En tout cas, le risque existe. En tout cas, le risque existerait, voilà. Oui. Bon, on a vu aussi les politiques. Je vais citer parce que je la cite assez souvent, et j'ai aussi oublié le nom. Celle qui est candidate, Rachida Dati, qui est candidate à la mairie de Paris, où pendant qu'elle était députée européenne, justement avec l'entreprise de M. Cirelli, elle a eu des contacts. Ces contacts, à la limite, me posent pas de problème. Rencontres. Si les amendements qui étaient déposés par elle dans cette certaine commission étaient comme par hasard les arguments. Vraiment des. Et après, il faut le prouver, c'est toujours pareil. Je suis bien d'accord. Imaginons, il y a du lobbying, les entreprises. Et en contrepartie, il y avait des rémunérations. Oui, alors ça, faites attention à ce que vous dites aussi, c'est pareil, mais il faut le vérifier, il faut le prouver. Ça a été publié, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Oui, non, mais je suis d'accord. Après, si on attaque, on n'attaque pas. On n'a pas attaqué. Mais donc, si vous n'avez pas attaqué, c'est que vous n'avez pas les éléments. On n'a pas suffisamment d'éléments pour le prouver. Et dans ce cas-là, on n'a pas suffisamment d'éléments non plus aussi pour instiller le doute. Vous voyez ce que je veux dire ? Je me dis, il y a des hommes politiques et des femmes politiques de droite et de gauche qui ont traversé le monde politique et le monde des entreprises. Et à certains moments, on peut se poser des questions. J'ai compris la philosophie de votre propos. Voilà. Après, si on part dans ce genre de crainte, on ne donne pas de nom tant qu'on n'est pas sûr.
mesure du déshonneur qu'on pourrait imputer à la personne. C'est pas forcément un déshonneur de toucher 500 000 euros pour rendre des services. Si vous accusez un représentant de la nation d'avoir fait passer un amendement en étant payé par une entreprise alors que cet amendement rend ses intérêts, si c'est un déshonneur. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Dans des livres, sans l'accuser. Voilà, sans l'accuser, mais on demande des infos. On demande au parquet national financier de faire des enquêtes préliminaires. Parlons vrai sur Sud Radio. Dans quelques instants sur Sud Radio, on va parler justement de BlackRock, ce géant mondial de la retraite par capitalisation. Son patron français, en tout cas le patron de sa branche française, va avoir la Légion d'honneur. Est-ce que c'est une provocation du gouvernement, une maladresse, ou est-ce que, après tout, cet homme l'a bien mérité? 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Et les débats de Sud Radio avec François Coq, Jean-Luc Touly, Greg Tabibian et Geneviève Götzinger. Nous allons parler tout de suite du patron français de BlackRock. Il va être décoré de la Légion d'honneur, officier de la Légion d'honneur, promotion 1er janvier 2020. Juste au moment où, si vous avez suivi, même si vous y avez participé, vous qui écoutez Sud Radio, toutes les manifestations contre la réforme des retraites, BlackRock, vous le voyez sur beaucoup de pancartes, avec en général un corbeau noir, par exemple. BlackRock, c'est ce géant mondial, géant américain, spécialiste de la retraite par capitalisation, qui est soupçonné par beaucoup de manifestants et de grévistes, de vouloir d'avoir influencé cette réforme des retraites. Est-ce que c'est une maladresse du gouvernement que de décorer son patron français, tout simplement? Maladresse, provocation, ou est-ce qu'après tout, il a raison? Allez, la parole est peut-être à la défense, encore qu'on va voir. Geneviève Götzinger, votre mission, si vous l'acceptez. Vous voulez que je défende vous voulez que je défende toutes les décisions du gouvernement, là, aujourd'hui? Attendez. Vous êtes la directrice de l'agence Image. Donc, en termes de communication, me semble pas tout à fait le bon moment. Voilà. C'était pas le bon moment. Ils auraient pu le décorer, mais plus tard. Plus tard, avant, après, quand ils veulent, pas au cœur de la tempête. C'est ça, pas maintenant. Ça me semble particulièrement maladroit et malvenu en ce moment. Maladroit ou provoquant? Je ne sais pas, parce que la provocation, il y a un certain goût de la provocation quand même. Il y a un certain goût de la provocation dans ce gouvernement. Chez ce gouvernement, donc on ne peut pas exclure que ce soit de la provocation, mais je parierais quand même plutôt pour de la maladresse dans l'occurrence. Greg Tabibian, pour vous c'est maladroit? C'est quoi les trois choix? Normal, maladroit ou provoque? Normal, maladroit ou provoque, exactement. La réponse D, les trois, mon capitaine, pourquoi choisir? C'est ça. Il manque celle-là, quoi. Si les trois, mon capitaine, il y a normal aussi. Il y a normal. Oui, il y a normal. Parce que ça ne vous surprend pas venant de ce gouvernement? Ça ne me surprend pas. Pourquoi? Je pense qu'on est à peu près tous au clair que la Légion d'honneur n'a plus grand-chose à voir avec le fait de remettre une distinction au poilu de Verdun. On est à peu près d'accord que... Alors, il faut rappeler une chose aussi, c'est que la Légion d'honneur, qui a été créée par Napoléon, était une décoration, on va le dire comme ça, civile. Il le qualifiait de hocher, mais c'était pour les civils précisément, parce qu'il y a toujours eu des décorations pour les militaires. Donc c'est pour ça que les Légions d'honneur ne concernent pas nécessairement les poilus de Verdun ou les anciens militaires qui ont leur propre médaille. Mais c'est normal. Je sais pas, il y a quelqu'un qui se noie dans la Seine, vous plongez dans la Seine, vous le sauvez, vous pouvez avoir, vous, Greg Tabibian, qui n'avait pas fait Verdun, la Légion d'honneur. Voilà, c'était le sens de mon propos. Jean-François Cirelli n'a sauvé personne à ce stade, enfin je sais rien. À ce stade. François Coq. Bon. Moi, j'attends des comptes de la part de M. Macron sur cette élévation de Jean-François Cirelli au grade d'officier de la Légion d'honneur. Et je dis bien d'élévation, puisque monsieur était déjà chevalier de la Légion d'honneur. Et donc, M. Macron a fait le choix de l'élever au rang d'officier de la Légion d'honneur ce 1er janvier. Logiquement, la Légion d'honneur récompense les services éminents, entendez bien, les services éminents rendus à la nation, sauf que depuis 4 ans, M. Cirelli est exclusivement le directeur général France, et même d'une certaine façon quasiment Europe, puisque je crois qu'il a aussi le Luxembourg et la Belgique dans son portefeuille, de BlackRock. Autrement dit, quels sont les services éminents qui ont été rendus par ce monsieur ces 4 dernières années et qui justifient cette élévation? C'est une question qu'aujourd'hui je pose, d'autant que cet homme se retrouve finalement dans tous les systèmes du rouage macronien. Vous avez peut-être vu et été chercher que monsieur Cirelli est également membre du conseil d'administration de Idemia Group. Vous saviez, Idemia Group, c'est la société qui ouvre et qui aura en charge de tester la technologie de la reconnaissance faciale dans les
dans les mois qui viennent. C'est également quelqu'un qui est membre de CAP 2022. Vous savez, c'est le comité pour l'action publique qui va définir les nouvelles règles de la fonction publique et du service public en France et qui va les proposer. Voilà qui est ce monsieur Cirelli. Alors, voilà celui qui mérite récompense selon monsieur Macron. Ben moi, j'attends des comptes et que monsieur Macron nous dise explicitement qu'est-ce qui vaut aujourd'hui cette promotion. Voilà. Je pense que toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui sont dans la mobilisation seront intéressés par la réponse. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Il faut bien que quelqu'un s'y colle, puisque même Geneviève Götzinger ne veut pas le faire. J'ai pas encore dit mon mot. Hein. Mais je sais, mais je sais très bien que vous n'allez pas le défendre. Donc, il faut parler aussi de la carrière de monsieur Cirelli. Il n'a pas toujours été dans le privé, vous le disiez vous-même. D'ailleurs, il a été conseiller économique de Jacques Chirac, président de la République, pendant 7 ans. Il a travaillé notamment auprès de Jean-Pierre Raffarin, directeur adjoint de son cabinet lorsque Jean-Pierre Raffarin était Premier ministre. Il a aussi... Et a mis en place la réforme des retraites. C'était en 2003. Voilà, il était dans la il connaît bien le sujet. Il a également dirigé Gaz de France, à l'époque où ça s'appelait Gaz de France, pendant 10 ans. Ce qui veut dire aussi, effectivement, que si vous regardez le CV de cette personne, on peut, sans forcément beaucoup de mauvaise foi, se dire aussi qu'il a pu servir la nation avant. Il a servi la nation, la Startup Nation. Voilà. La Startup Nation, Gaz de France, c'est la Startup Nation. Cette décoration est là pour récompenser ceux qui ont œuvré pour la nation, sauf que c'est le modèle, c'est la nation de Macron qui est problématique. C'est ce système qui soi-disant est censé être un nouveau monde et dont on se fait rappeler en permanence que c'est tout sauf un nouveau monde. Donc c'est là pour récompenser mais il était déjà décoré. La nation. Si la nation est corrompue, voilà. Sauf qu'il a participé quand même à la privatisation de GDF, qui est devenu GDF Suez, puis Engie. C'est ça. Et que cet homme-là, mais comme d'autres grands patrons, partent souvent avec le président Sarkozy, le président Hollande ou le président Macron pour aller prendre des parts de marché, notamment dans des pays démocratiques comme l'Arabie Saoudite. Oui. Donc tout ça est quand même assez... Et moi, je me pose la question, parce que M. Delevoye, avec toutes ses fonctions, on a vu qu'il avait un rapport... plus qu'on apprenne qu'il est décoré dans la promotion du 1er janvier 2020. Non, c'est pas ça, c'est que peut-être que M. Delevoye a demandé à M. Édouard Philippe, justement, de le nommer, puisque je crois que c'est la réserve de M. Édouard Philippe. Donc tout ça... Par rapport aux grévistes, c'est vrai que l'argument de dire on va vers un système de capitalisation des retraites, ça a de plus en plus de sens. En tout cas, c'est pas tout à fait le cas. Ou alors c'est plus qu'une maladresse. Voilà. Je rappelle juste quand même. Juste une petite remarque quand même. Le système de capitalisation existe déjà en France pour les fonctionnaires. C'est préfonds retraite. Quand même, ça existe. C'est un système. Au bénéfice exclusif des fonctionnaires. Et j'ai jamais entendu la CGT ou les syndicats qui sont actuellement dans la rue s'en émouvoir. On peut faire un point. D'ailleurs, il y a votre ancien syndicat Jean-Luc Colli qui gère le préfonds. Force ouvrière. Force ouvrière, on fait partie. La CFDT. Force ouvrière est dans la rue, à ce que je sache. Voilà. La CFDT ? Non, Force ouvrière est dans la rue. Fait partie de préfonds. Mais le secrétaire général de Force ouvrière s'est défendu en disant que lui, depuis qu'il est là, il n'est pas favorable à ce système de retraite. Oui. Mais Force ouvrière, moi qui ai été à la CGT, même si je suis passé à Force ouvrière plus tard, c'est vrai qu'il faut rappeler qu'en 1947-48, il y a eu des choses... d'ordre politique. C'est ça. On va rappeler juste deux points de définition pour éviter qu'on s'en mêle les pinceaux. Ensuite, je donnerai la parole à Christophe au 0826 300 300 qui nous appelle d'Aix-en-Provence. D'abord, retraite par capitalisation. En gros, vous cotisez, on peut parler de cotisation, vous mettez tous les ans. Cet argent, il est placé en bourse notamment, et ensuite avec l'argent de ces placements, vous récupérez à partir d'un certain âge une pension de retraite. En fonction des cours de la bourse. En fonction des cours de la bourse également. On un peut peu pas dire non point, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On peut pas dire non plus que tous les vieillards américains, par exemple, soient en train de mourir de faim. Ça veut pas dire qu'ils sont richissimes, mais ça existe aussi dans d'autres pays. Il faut pas non plus tout caricaturer. Le système français, c'est par répartition, c'est-à-dire que moi je travaille, vous travaillez, nous travaillons tous, et nous cotisons tous les ans, et cet argent qui est cotisé, il est redistribué à ceux qui ne travaillent plus. Voilà, direct. C'est ça la différence. Et effectivement, beaucoup de manifestants ont peur, que finalement, un jour ou bientôt, à cause d'Emmanuel Macron, on finisse par placer en bourse nos retraites. Tout simplement. Christophe, bonjour. Bonne année à tous. Bonne année. Voilà. La santé. Et tout le reste, et la retraite aussi, on va espérer, on va essayer d'en avoir une aussi. Chacun, vous nous appelez d'Aix-en-Provence. Est-ce que vous êtes choqué vous-même de voir le directeur de BlackRock France être décoré officier de la Légion d'honneur dans cette promotion 2020 ? Je suis pas étonné, moi. Ça correspond au style d'Emmanuel Macron. Ouais. Bon, je vais pas faire le savant, mais vous savez qu'on fait dire à Caligula qui aurait dit
qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. C'est ça, hein. Vous parlez d'un empereur romain qui était quand même particulièrement fou, Christophe. Non, il était fou, c'est ce qu'on raconte. Ni vous ni moi n'étiez à cette époque-là, mais surtout c'était un grand joueur. Et Emmanuel Macron est un grand joueur. Effectivement. Voilà. Effectivement. Bon, il n'a toujours pas, en tout cas, il n'a toujours pas décoré sa jument, contrairement à Caligula. Mais quoi qu'il en soit, pour vous, c'est une provocation et une maladresse d'Emmanuel Macron. En tout cas, de ce gouvernement. On va être un petit peu plus large, si j'ai bien compris votre message. Oui, mais moi je voulais vous dire qu'il nous a fait une incitata il y a quelque temps. Mais ça, on en parlera un autre jour. Une incitata. Une incitata, oui, c'est-à-dire vous savez qu'incitatus, c'était le cheval qui avait été nommé consul. C'était la fameuse jument dont je parlais. Alors, c'était pas une jument, c'était un cheval. Et donc, il a fait une incitata parce que c'est pas ad persona vis-à-vis de notre secrétaire d'État chargé de la communication du gouvernement, mais donc il savait très bien qu'en nommant une personne qui était française depuis 2 ans et demi maintenant. Ah, je vois où vous voulez en venir. C'était une incitata, mais bon. Alors, je vais vous dire, Christophe. Il est très intelligent, Emmanuel Macron. Je vais vous dire, Christophe, et gentiment d'ailleurs, vous serez toujours le bienvenu sur Sud Radio, nous appelant depuis Aix-en-Provence au 0800 26 300 300. Après, on peut pas comparer une personne qui est entrée au gouvernement avec la jument d'un empereur romain qui s'appelait Caligula et qui était complètement fou. C'est pas très respectueux. Effectivement, on en parlait tous avant. Je pense que tout le monde autour de la table sera d'accord avec moi. Et pourtant, vous avez compris qu'il n'y avait pas beaucoup de macronistes autour de cette table avec moi. Voilà. Merci en tout cas et bonne année à nouveau, Christophe, de nous avoir appelés au 0826 300 300. Bon, vous voyez, malgré tout, ce genre de décoration finalement fait toujours polémique et au moins c'est maladroit, au pire c'est provoquant manifestement quand on voit aussi le genre de réaction auquel ça donne lieu. Est-ce que vous croyez Non, moi je reviens quand même sur le terme provocation qui me semble quand même particulièrement adapté. C'est pas plus tard quand même que le 31 décembre à 20h qu'Emmanuel Macron a dit « l'apaisement doit primer sur la confrontation ». Sauf que fait Emmanuel Macron avec cette nomination ? Sinon, à un moment donné, relancer la conflictualité. Et il ne faut pas se tromper, dans le mouvement actuel, qui est un mouvement bien plus populaire qu'un mouvement syndical encore aujourd'hui, ce que cherche Emmanuel Macron depuis le début, c'est la conflictualité. Il veut en faire un moment où il va essayer de mettre à terre le mouvement social et populaire français. C'est ce qu'il a fait en décidant de la date du mois de décembre pour lancer cette réforme. C'est ce qu'il a fait en refusant de négocier avec les syndicats en amont. C'est ce qu'il a fait en repoussant la négociation au début du mois de janvier, et on ne sait pas encore sous quelle forme cette négociation aura lieu. Enfin, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait également en mettant un calendrier parlementaire pour faire passer cette réforme en force dès la fin du mois de janvier. Autrement dit, Emmanuel Macron cherche l'affrontement, il est dans la provocation avec cette nomination, de la même manière qu'il l'était l'année dernière, à la même époque, en plein mouvement des Gilets jaunes, quand il avait décoré, toujours pour la Légion d'honneur, une directrice générale adjointe de General Electric qui venait de supprimer 1000 emplois à Belfort. Autrement dit, on est là dans quelqu'un qui, à un moment donné, veut servir le bloc élitaire et n'en a rien à faire de marcher sur le peuple et même au contraire lui fait un bras d'honneur. En tout cas, ça nous fait aussi une transition toute trouvée pour notre deuxième débat justement. Est-ce que la grève doit s'étendre au secteur privé ? On parle beaucoup de cette grève. Alors, on ne peut pas parler de grève générale, c'est un record de durée pour l'instant. Là, on a égalé la durée d'une grève qui était dans les années 80. La grève à la SNCF a duré plus longtemps que ces grandes grèves de 95, il faut le savoir. Mais pourtant, quand vous regardez les professions qui sont impactées, vous avez quoi ? Le métro parisien, et j'insiste sur le terme parisien parce que les métros des autres grandes villes ne sont en général pas en grève. Ce métro parisien, la RATP est en grève, la SNCF est en grève, les profs, quand ils reviendront en vacances, seront sans doute en grève, on verra avec François Coq, mais c'est tout. Est-ce que cette grève va s'étendre au secteur du privé, aux avocats qui appellent à une grève très dure à la rentrée ? Aux policiers ? Oui, c'est pas le privé, les policiers. Enfin, non, sauf dans vos pires cauchemars, Jean-Luc Touly. Non, j'entends bien. Mais les policiers ont annoncé, effectivement, qu'ils souhaiteraient avoir le même statut, on est dans le corporatisme, etc., que les gendarmes. Donc là aussi, cette grève va faire boule de neige ? Dans le privé ? Ouais. J'en suis pas certain, parce que Vous y croyez pas ? J'aimerais éventuellement y croire, mais malheureusement, j'ai eu quand même une expérience de 42 ans dans le secteur privé. Et dans un service public délégué au privé, et quand je disais ce que j'ai dit, j'ai écrit des livres là-dessus,
quasiment tous les salariés étaient hostiles, en disant, faut pas cracher dans la soupe, on a des contrats de travail, on est payé, c'est pas formidable, mais on a plus peur. Donc c'est compliqué. On a plus peur, ou alors on se sent plus coupable de faire grève quand on est dans le privé que quand on est dans le public. Il y a des risques peut-être plus importants, en tout cas c'est ressenti comme tel. Et donc je pense que vous avez raison, qu'il y a une majorité de gens qui sont bien contents, même si ça les embête, notamment en région parisienne, moins en province, que c'est une grève par procuration, quelque part. Je soutiens la grève, mais voilà. Je la fais pas. Les Gilets jaunes, c'est à peu près pareil. Oui. Geneviève Götzinger, est-ce que vous voyez un effet boule de neige ? Je pense que ça s'étendra pas, absolument pas au privé. La CGT appelle à bloquer toutes les raffineries de France. Les raffineries, techniquement, sont privées, autant que je sache. Oui, mais enfin, j'y crois pas du tout. Le taux de syndicalisation est beaucoup plus faible dans le privé. Je crois qu'il est du 8% contre 19% dans le secteur public. L'état d'esprit est également extrêmement différent, donc j'y crois absolument pas. Moi, je dirais à l'inverse, pour rester dans mon rôle, dans le rôle que vous m'avez assigné, et qui a l'air de vous plaire. Qu'il faut savoir terminer une grève. Il faut savoir terminer une grève. Alors vous citez il faut laisser pourrir une grève. Il faut savoir terminer une grève, et je pense qu'à un moment, elle se terminera. Cette grève va se terminer finalement et que la réforme va passer du coup, et qu'elle n'aura pas débordé, quasiment pas débordé, de la SNCF, de la RATP. N'oubliez pas que c'est pas les syndicats qui vraiment, c'est les bases. Les bases sont très mécontentes, et notamment dans les entreprises publiques. Et c'est la raison pour laquelle aussi je demande si elle va s'étendre, cette grève. Mais d'abord, moi je ne partage absolument pas le constat que cette grève, aujourd'hui, ne touche pas le secteur privé. C'est un mensonge et une fake news. Et d'ailleurs, je l'entendais ce matin de la bouche de Madame Agnès Rumacher, la secrétaire d'État à l'économie, qui disait que cette grève ne touchait finalement que la RATP et la SNCF. Moi, je vous mets en garde contre cela. Vous avez peut-être vu que le 5 décembre, il y avait 2000 appels à la grève qui ont été posés dans ce pays. 2000 préavis qui ont été posés, il y en avait 3000 le 17 décembre. Vous croyez que c'est uniquement la fonction publique quand on arrive à des scores comme ça, qui sont historiquement hauts, qui sont même des scores qui n'ont jamais été atteints? Autrement dit, la mobilisation a lieu dans énormément de secteurs du privé. Vous savez qu'il y a plein de secteurs, je sais pas moi, des déchets qui sont touchés, je veux pas citer les entreprises, des secteurs de l'automobile qui sont touchés. Après, c'est beaucoup plus difficile de faire grève dans des entreprises qui sont de taille plus réduite, même si ça existe aussi. Il fallait être dans les cortèges parisiens pour voir la diversité des professions qui étaient représentées à la fois le 5 décembre et aussi le 17 décembre. Parlons vrai sur Sud Radio. Tiens, on va en reparler dans quelques instants. Et d'ailleurs, je lance un appel à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. Beaucoup de personnes, et la majorité des Français, c'est ce que nous disent les sondages, soutiennent le mouvement de grève contre la réforme des retraites. En revanche, quand on regarde malgré tout les entreprises dont l'activité est paralysée ou du moins largement gênée par la grève, ça concerne surtout, pas uniquement, mais surtout la SNCF et le métro parisien. À partir de là, est-ce que vous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous travaillez dans une entreprise privée de n'importe quoi par exemple et vous êtes prêt à faire grève pour votre retraite? Eh bien vous nous appelez 0826 300 300 dans un instant sur Sud Radio. Le débat justement sur la grève, est-ce qu'elle doit toucher les autres professions que ceux qui font grève? Eh bien depuis le début, on est toujours avec nos 4 débatteurs, François Coq, Jean-Luc Touly, Greg Tabibian et Geneviève Götzinger. Vous êtes peut-être dentiste par exemple, eh bien, est-ce que vous allez faire grève? Beaucoup de professions libérales appellent à faire grève. Est-ce que la femme de Jean-Luc Touly qui est dentiste va faire grève? Tiens. Il faudra lui demander. Voilà. Ça, c'est la langue de bois. Les femmes parlent en nom propre aujourd'hui, vous savez. Ah, c'est ça, leurs époux sont les mieux placés pour savoir ce qu'elles vont faire. Ce que je peux vous dire, au moins, ce que je connais de la caisse des retraites des dentistes, c'est que ma femme, si elle travaille jusqu'au bout, elle aura une toute petite retraite. Et vous avez une inquiétude énorme. Par contre, les charges sociales sont très très élevées. Bon, voilà. C'est un autre sujet. Vous avez une inquiétude énorme chez les professions libérales. Mais ce que je constate, c'est qu'ils auraient peut-être intérêt, l'ensemble des dentistes organisés, ou cette profession-là ou une autre, parce qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement, une annonce de mouvement, dans des secteurs clés, parce que, dentiste, ça peut être un secteur clé. Si vous avez une rage de dents et que vous apprenez que votre dentiste est en grève, effectivement... Du reste à zéro, des mutuelles, ça reste à prouver. Effectivement, chaque fois qu'il y a ce genre de choses, le gouvernement cède des petites choses. C'est ça. Ce qui fait que le système universel... maintenant, on a bien compris qu'il n'existera pas. Nous pourrions faire la liste, on l'a déjà fait d'ailleurs, des professions qui ont obtenu quelque chose. Par exemple, les aiguilleurs du ciel, il ne vous a pas échappé que vous ne pouvez pas prendre le train ou très difficilement en France. En revanche, vous pouvez toujours prendre l'avion. Mais justement, parce que les aiguilleurs du ciel ont réussi à obtenir quelque chose et qu'ils ont été bien traités. Les cheminots continuent à obtenir des choses, alors pas suffisamment aux yeux de leur syndicat, mais malgré tout, c'est un fait. Les policiers, par exemple, ont obtenu quelques cadeaux. Alors, vous disiez que les policiers voulaient avoir exactement les mêmes conditions
conditions que les gendarmes, sauf que ce n'est toujours pas le cas. Donc il continue à... Oui, et là, il laisse entendre que pour la manifestation du 9, s'ils n'ont pas satisfaction avant, ils seront peut-être moins nombreux... On aura peut-être des arrêts de maladie. Manifestation du 9. Voilà, c'est ça. Donc, alors je dis pas que c'est du chantage, mais c'est des moyens de pression, et que si tout le monde fait ça, effectivement... La réforme tombe à l'eau. Oui. Et à mon avis, elle est déjà tombée à l'eau, puisque le système universel, on voit bien qu'il y aura que des régimes plus spéciaux, mais particuliers. Donc c'est la même chose. Ça. Et ça coûtera peut-être même plus cher, et c'est toujours aussi flou. 0826 300 300. Jean-Jacques, vous nous appelez de Marseille. Bonjour à vous, Jean-Jacques. Oui, bonjour Jean-Marie et meilleurs vœux à tous les auditeurs de Sud Radio. Écoutez, nous sommes confrontés à une situation à la fois dramatique sur le plan économique et ubuesque, puisque le concept du « en même temps » de la Macronie ne pouvait que se terminer comme ça dans un dossier aussi complexe. Pour répondre à votre question, je respecte ceux qui pensent que la grève est une solution, je le respecte, mais je pense que ce n'est pas réaliste dans le privé pour les raisons que vous connaissez bien, Jean-Marie. C'est-à-dire, quand on travaille dans une entreprise privée et qu'on fait grève, on a peur de se faire virer plus tard ou de jamais se faire augmenter, c'est quoi ? Pas du tout. Nos PME et nos PMI, nos TPE sont solidaires avec leurs dirigeants. Il y a le phénomène de concurrence. Il faut respecter les échéances de fin de mois. Il faut que les salaires soient versés. Donc, si vous voulez... Vous avez peur de mettre vos collègues dans l'embarras si vous faites grève dans le privé et que tout le monde ne fait pas grève. Alors, ceci étant dit, Jean-Marie, il me paraît maintenant important d'élargir le débat aux parlementaires. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Qu'ils fassent grève aussi ? Il faut que les parlementaires, dans les prochaines semaines, s'arrangent pour que cette loi ne soit pas irréversible, puisqu'il y a des dispositifs qui permettent à certaines lois d'être irréversibles. Donc il faut que le Sénat, notamment, soit vigilant. Et j'invite les auditeurs de Sud Radio à mettre dehors la Macronie. Il faut mettre dehors la Macronie en votant bien. Macron est un imposteur. Et regardez, un autre volet, mon cher Jean-Marie. Alors on n'aura pas le temps de faire tous les volets, je suis désolé mon cher Jean-Jacques, mais en tout cas votre appel à voter, notamment au municipal, aura été entendu sur Sud Radio, c'est votre droit le plus absolu. Merci à vous Jean-Jacques de nous avoir appelé depuis Marseille. On va attaquer notre dernier sujet de débat malgré tout, à moins que Greg Tabignan ait quelque chose à dire. Tout à l'heure on disait il faut une grève, il faut savoir l'arrêter. Mais c'est Maurice Thorez qui a dit ça un jour. Non mais elle va secrétaire général du parti. Le mouvement va continuer. C'est le prolongement des Gilets jaunes, ce truc. J'ai bien compris, sauf que ça aura un autre nom, ça aura un troisième, un quatrième, un cinquième acte, mais même s'il retirait sa réforme des retraites, la forme de la grève va peut-être s'arrêter, mais ça va continuer. Donc les manifestations vont continuer, mais pas la grève. Grève, c'est... Ce qui me surprend, si vous voulez, c'est que tous les quatre, au moins trois, une bonne partie d'entre vous, vous êtes plutôt hostiles à ce projet de réforme des retraites, et qu'en même temps, vous vous attendez tous... mais vous vous attendez tous à ce que finalement la grève finisse par s'écrouler, quoi. Ah non ? Non. Moi, je crois que Greg Tabignan a mis le doigt sur ce qui se passe de manière profonde et structurelle dans le pays. Il n'y a pas simplement une colère, il y a aussi une aspiration profonde, à la fois de rejet du modèle de l'individualisme et du modèle néolibéral qui nous est imposé de force aujourd'hui par Emmanuel Macron, et dans le même temps il y a une dimension reconstituante qui est en train de se propager dans le peuple, où les gens ont envie de recouvrer cette capacité collective à pouvoir décider ensemble de ce qui est bien pour soi et de ce qui est bien pour tous. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Les Gilets jaunes en ont été la pointe avancée il y a un an, ils continuent aujourd'hui à l'être. C'est en train de se traduire aujourd'hui dans le mouvement social, et ça trouvera son propre débouché politique, parce que justement l'essence est au sein de ce mouvement général-là, qui est celui du mouvement populaire aujourd'hui. Allez, dernier débat, et justement, plutôt dernier questionnaire, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps, mais peut-être que la réponse sera brève et rapide. Vous avez entendu parler de ces initiatives Dry January, c'est le mois de janvier sans alcool. Le gouvernement devait le porter, ça avait été inventé au Royaume-Uni auparavant. Le ministère de la Santé devait le soutenir, et Santé publique France aussi. Finalement, Emmanuel Macron avait décidé que cette opération ne serait pas soutenue par le gouvernement. Malgré tout, des addictologues et des associations... Des lobbies encore. Des addictologues et des associations appellent à se lancer ce défi, ne pas boire d'alcool tout le mois de janvier. Est-ce que vous allez y passer, Jean-Luc Touly ? Oui, parce que moi, ça fait 66 ans, je le disais tout à l'heure, que je ne bois pas une goutte d'alcool. D'accord. Donc je ne ferai pas un effort, là. Vous ne ferez pas un effort.
fort. Mais est-ce que vous appelez les autres à le faire? Ah, mais absolument. Pas d'alcool même du chose tout, pour les cigarettes, même chose. Voilà. Pour vous, c'est la même chose. Tout ce qui est l'opium du peuple, quoi. Tout ce qui est l'opium du peuple, au sens propre du terme grec, Tabibian. Déjà, avec ce que j'ai picolé le 31, je pense que j'en ai encore dans les veines. Donc déjà, pour moi, c'est raté de toute façon. Vous n'avez pas, vous n'avez pas encore conduit? Non, non, j'ai pas le permis. Bon, c'est très bien. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Bon, après, comparer la cigarette à l'alcool, ça crée des ravages. Mais il y a quand même un aspect culturel. Je dis pas ça parce que j'ai 15 ans de bistrot en tant que serveur, hein, j'entends. C'est ça. Voilà. mais pas que. On peut, oui, ça me paraît. Bon, c'est bien, c'est une bonne résolution du début de l'année, quoi. La consommation d'alcool est à l'origine de beaucoup de maladies, comme des cancers, des maladies vasculaires. 40 000 personnes en meurent tous les ans malgré tout. Alors évidemment, ça ne concerne pas nécessairement la personne qui boit un petit verre de rouge toutes les 3 semaines avec une extrême modération. Mais malgré tout, effectivement, est-ce que c'est pas une bonne chose? Tiens, François Coq. Non, mais que les pouvoirs publics le disent, c'est bien, ils sont dans leur rôle. Après, c'est pas les pouvoirs publics pour le coup. Oui, mais c'est bien ça le problème, c'est qu'à un moment donné, on nous somme de nous inscrire dans une espèce de communauté artificielle de substitution à la communauté politique qui est la communauté essentielle et qui nous lie les uns aux autres. Et il faudrait se sentir bien avec les autres parce qu'on ne participerait pas, et plutôt parce qu'on participerait à un mois sans alcool. Moi, je réfute cette proposition. Laissez-moi faire ce que je veux en la matière. Je connais les risques, ils me sont dits par les pouvoirs publics, ils ont raison de me les dire, j'agis en conscience. Continuerez à consommer avec modération. Il est hors de question que je participe à ça et je ferai ça avec modération, bien évidemment. La modération, ça va bien, Geneviève Götzinger. Voilà, la modération, pas la prohibition. Donc pour ma part, au mois de janvier, la modération, mais pas la prohibition. C'est ça. Donc je continuerai à boire un petit verre de temps en temps et voilà, basta. Et on n'a pas à me dire ce que j'ai à faire. Voilà, c'est Jean-Luc Touly finalement, le puritain de ce plateau sur Sud Radio. C'est vraiment pas le bon terme. Mais en tout cas, on aura tout découvert en 2020. Merci à tous les 4, les amis d'être intervenus sur Sud Radio. François Coq, enseignant, essayiste, auteur de ce livre, L'impératif démocratique, que vous pouvez, les amis, vous procurer chez Éric Jamet, éditeur. Merci Jean-Luc Touly, président du FRIC, vous l'avez reconnu, un fonds républicain d'intervention contre la corruption. Nous étions également avec Greg Tabibian, le créateur de la chaîne YouTube Je suis pas content TV. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur YouTube, justement. Et puis, merci à vous, Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image. À tout de suite sur Sud Radio pour les informations. Et puis, on se retrouve avec nos invités dans l'émission d'André Mercoff.